Alors, Anne-Marie, vous venez de Boston, c'est ça? Enfin, Oui, oui, je viens de Paris, mais j'ai vécu à Boston depuis plusieurs années. d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est votre rapport. Bon, je sais que vous avez une évolution par rapport à Israël, etc. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'il faut tourner la page un petit peu, c'est qu'on a au XXIe siècle, on n'est plus dans les mêmes conditions qu'il y a un siècle par rapport à la question juive, par rapport à Israël. Oui, comme on parlait justement du concept de sionisme qui a émergé à la fin du 19e siècle dans un contexte historique très particulier, qui se comprenait totalement à l'époque et bien sûr tout au long du XXe siècle, avec toutes les persécutions et la Shoah. Je pense qu'au XXIe siècle, le concept même d'avoir une identité liée à un territoire, quel qu'il soit, même y compris la terre promise, est un concept qui enferme, on s'enferme dans une identité qui ne permet pas forcément de s'ouvrir au monde. Alors je pense que dans l'histoire du judaïsme au cours des millénaires, ce qui a vraiment caractérisé la culture juive, c'est justement son ouverture et être un pont, une passerelle entre des cultures, des langues très différentes. Donc, quelque part, je pense que Ça serait une parenthèse en fait. je pense que la création d'Israël, oui, qui a été une parenthèse qui correspondait à un besoin de survie, à un besoin de se retrouver entre soi parce qu'on avait traversé l'innommable, l'impensable, et qu'il fallait, Une reprendre des forces. position de repli un petit peu. C'était une position de repli, il fallait reprendre des forces historiquement, mais je pense qu'on est bien au-delà de ça maintenant et que le destin du peuple juif est d'être dans l'ouverture par rapport au reste du monde. Et donc, On avait trouvé une formule tout à l'heure, on disait c'est peut-être pas tellement Israël qui va être la solution pour la diaspora, mais la diaspora qui peut aider Israël à oui, fonctionner dans la région. oui, je pense. Bon, vous savez, je vis aux États-Unis où il y a une communauté juive extrêmement importante. Je pense que démographiquement, il y a probablement à peu près autant de juifs aux États-Unis qu'en Israël. Oui, C'est clairement une des mais plus grandes. proportionnellement, il y a évidemment beaucoup plus de monde. Oui, non, mais je parle en termes de comparaison parce que l'influence de la communauté juive américaine est très importante Oui. aussi dans la politique israélienne. Et je crois que de plus en plus, enfin je l'observe, les jeunes juifs américains ne sont pas particulièrement attachés à Israël. Ça devient une histoire assez lointaine pour eux. Et par contre, ils sont de plus en plus perturbés par la continuation des injustices faites au peuple palestinien. Oui. Donc, Ils y sont intéressés, mais par un biais qui n'était pas voilà. celui qu'on avait prévu Voilà. au départ. Ils n'ont pas une vision romantique d'Israël comme ont pu l'avoir leurs aînés et les générations de l'après-guerre, évidemment, pour qui Israël était une sorte de pays sauveur. Les jeunes juifs américains d'aujourd'hui, ils ne s'intéressent en fait souvent à Israël que sous l'angle de la question palestinienne. D'un point de vue éthique. D'un point de vue éthique et politique. Et donc, en particulier, dans les campus des universités américaines, il y a un mouvement très important maintenant de jeunes juifs américains qui s'appelle Open Hillel. Donc, il y a l'idée d'ouvrir complètement le dialogue à toutes les communautés autres que les communautés juives et en particulier à engager le dialogue avec les Palestiniens et les Arabes de l'ensemble du monde arabe qui vivent aux États-Unis pour sortir de cette tragédie qui n'en finit pas de pourrir la vie du Moyen-Orient et du monde. Ça a commencé cette stratégie avec la guerre des 6 jours en fait.
Non, ça a commencé avec la naissance même d'Israël. Ça a commencé depuis 1948, puisque pour les Palestiniens, la création d'Israël a été la catastrophe. Oui, mais c'est à partir de 1967 qu'Israël a pris possession des territoires de la Cisjordanie. Oui, mais la question des réfugiés palestiniens de 1948 était déjà là, et elle n'a fait que s'empirer en fait à partir de 1967, et bien sûr l'occupation qui date maintenant donc, depuis 1967, c'est-à-dire depuis 48 ans. Alors vous envisagez une solution à l'européenne, c'est ça, pour la région? Moi, je ne suis pas la seule à en parler. Ça, c'est un projet... La paix des braves, la paix des braves. Je crois que beaucoup de politiciens israéliens dans les années 90, au moment des accords d'Oslo, avaient en tête l'idée de faire du Moyen-Orient une sorte de région... on parlait même du Benelux du Moyen-Orient en parlant d'Israël, Palestine, Jordanie, les trois pays qui pourraient tout à fait coopérer économiquement et qui ont tellement de choses en commun. Et je pense que maintenant on pourrait même élargir ce concept à l'ensemble du Moyen-Orient, parce que après les tragédies de la guerre d'Irak qui ont totalement détruit en fait le pays, maintenant la Syrie, tous ces pays-là vont être à reconstruire pratiquement de A à Z. Enfin, il va falloir repenser complètement la notion même de nation, puisqu'il y a aussi les Kurdes qui veulent avoir leur autonomie, et même dans un contexte de cataclysme régional tel qu'il est aujourd'hui, on ne voit comme solution de long terme que de repenser la région dans son ensemble, comme l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc finalement, les nationalismes vont devoir se remettre en question et réinventer une sorte peut-être de confédération régionale. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'avait pas encore, peut-être, ça n'avait pas encore été assez pire, on n'a pas encore assez souffert. Peut-être qu'on n'est pas allé encore au fond du gouffre pour pouvoir rebondir. Je pense que quand les peuples ont énormément souffert, ensuite, comme ça a été le cas de l'Europe, ensuite ils sont prêts à finalement faire travailler leur imaginaire, dire on va construire l'Europe maintenant. Après s'être détruit pendant des siècles, maintenant on va vivre ensemble, et le vivre ensemble, on va l'inventer. Alors ça passe par des hauts et des bas, mais on a inventé l'Europe qui est la plus grande forme de gouvernance pacifique et démocratique à l'heure actuelle dans le monde. Donc, oui, enfin il faudrait quand même ne pas oublier que l'idée même à l'origine de l'Union européenne, c'était aussi une façon de contrôler l'Allemagne. Oui, il y avait peut-être des... Enfin, je veux dire que c'était pas aussi simple que ça. Il y avait sûrement des considérations de cet ordre-là, mais au bout du compte, 60 ans après le début de la construction européenne, on a quand même un espace pacifié et démocratique comme on n'aurait jamais pu en rêver il y a un siècle. Donc je pense que pour le Moyen-Orient, qui est en train de traverser une crise sans précédent. Le problème, je crois, c'est que l'Union européenne s'est faite avec des pays qui étaient là, qui étaient présents, et Israël est un élément nouveau. Et il y a un phénomène de rejet parce qu'il n'a pas de véritable racine historique au cours des derniers siècles, si vous voulez. Donc il n'y a pas ce phénomène en Europe. Bon, maintenant, depuis bientôt 70 ans que Israël est créé comme nation, et puis plus d'un siècle où les Juifs se sont vraiment réimplantés en Terre Sainte. Donc je pense que maintenant, on peut de moins en moins avoir ce genre de discours. Je pense que les Juifs ont pris racine. Et aussi, il y a aussi parmi les Juifs israéliens, plus de la moitié qui viennent du monde arabe. Oui. Les Mizrahi, dont je suis moi-même, juive marocaine. Donc dans cette acception plus large, j'allais dire géographique, régionale, là les Juifs Mizrahi... Alors on retombe dans un problème qui est celui... Les Israéliens sont très bloqués par rapport à la question d'État juif. C'est-à-dire qu'ils veulent un... Oui, d'ailleurs c'est ce qui justifie la solution en deux États, puisque
pour avoir vraiment un État qui soit en majorité composé de juifs, on ne peut le faire que si bien sûr il y a un État d'Israël qui revient dans les frontières de 67 et un État palestinien qui... Au fond, on reviendrait à l'Empire ottoman un peu. On reviendrait à cet Empire ottoman qui recouvrait la totalité du monde. Non, parce que... la région dont vous parlez, c'est celle de l'Empire ottoman. Oui, mais sous l'Empire ottoman, aucun de ces peuples n'avait son autonomie. Ils étaient totalement sous le joug des Turcs. Oui. Alors que là, nous parlons d'une gouvernance démocratique, pluraliste, pluriculturelle, pluriconfessionnelle. Oui, mais sous l'Empire ottoman, il y avait quand même une certaine cohabitation. Il y avait une cohabitation très très claire, mais on ne parlait pas du tout de démocratie. Oui, mais la question est de savoir si c'est la démocratie qui était importante ou si c'est la cohabitation D'ailleurs, les premiers sionistes souhaitaient que Israël soit instauré au sein de l'Empire ottoman. Parce qu'au début, ils ne pouvaient pas penser que l'Empire ottoman allait s'écrouler. Oui, je veux dire que ça ne les gênait pas spécialement d'envisager ce genre de situation. Oui. Non, mais le sionisme a été très opportuniste. Il a utilisé le contexte ottoman, puis le contexte britannique pour... Donc vous entendez une volonté de cet ordre, également du côté arabe, d'intégrer Israël au sein d'un ensemble? Moi j'ai beaucoup travaillé avec des activistes syriens de toute confession d'ailleurs, qui étaient en 2011 parmi ceux qui ont fait la première révolution qui était totalement non violente dans les 6 premiers mois de la révolution syrienne. Le printemps. Et beaucoup d'entre eux pensent à une possible reconfiguration de la Syrie sous forme de confédération, parce que la guerre civile en Syrie a montré que les communautés étaient totalement éclatées maintenant. Donc comment recréer une Syrie? Les chrétiens, par exemple, en Syrie, ont très peur. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont allés dans les bras de Bachar Assad, alors qu'au départ, il y avait énormément de chrétiens qui étaient opposés à son régime. Mais avec l'émergence des factions armées islamistes, les chrétiens ont pris le parti, se retourner. Je n'avais pas suivi cet aspect-là. Oui. Donc en fait, la question de la confédération, du système confédéral se pose pour beaucoup de pays de la région. Et y compris dans la question israélo-palestinienne, il y a des projets de fédération-confédération qui ont fleuri maintenant depuis une vingtaine d'années, et même surtout depuis les quelques 10 dernières années, où la solution des 2 États semble de plus en plus problématique et peut-être infaisable. Donc si ça n'est pas faisable, comme on sait aussi qu'un seul pays, mais ce n'est pas faisable, puisque pour l'instant, oui, on a de fait un seul pays, mais ça ne fonctionne pas évidemment, puisque les Palestiniens ne sont pas des citoyens d'Israël, et Israël ne leur donnera jamais la citoyenneté israélienne de toute façon. Ah ben ça on n'en sait rien. En tout cas... Ce problème c'est possible avec l'Algérie aussi, pour la France à une époque. Oui, alors en tout cas, tous ceux qui veulent d'un État juif ne veulent pas d'extension de la citoyenneté aux Palestiniens, puisqu'à ce moment-là, il y aurait 50% de la population qui serait palestinienne, 50% qui serait juive. Oui, le problème que vous dites, c'est qu'il y a un problème de la démocratie. C'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a un système électoral, se pose la question de la composition de la population. S'il n'y avait pas la démocratie, il y aurait peut-être plus de facilité à trouver une solution. C'est exactement ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Ils ne sont pas en démocratie, ni du côté de leur autorité palestinienne, ni du côté des Israéliens. Non, mais je veux dire que s'il y avait une... Et ils sont sous le joug double d'une occupation israélienne et d'un gouvernement, d'un pseudo-gouvernement palestinien qui est loin encore d'être démocratique. Non, mais je veux dire qu'Israël est un pays qui est malade de sa démocratie, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, au nom de la démocratie, ils ne peuvent pas accepter de donner des droits aux Arabes. Parce que ça leur donnerait trop de place dans l'État israélien. Alors, il y a 2 choses. C'est un blocage institutionnel. On parle aussi... Comme c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas donné... Enfin, je veux dire, la démocratie a eu des effets pervers dans bien des cas.
puisque ça aboutit à ne pas donner un statut de citoyen à des gens parce qu'on ne voulait pas qu'ils votent. Oui, on a un cas d'école ici où une démocratie est aussi une puissance d'occupation d'un autre peuple. Voilà. Donc comment ces deux choses peuvent coexister, c'est bien le problème. Et c'est bien le dilemme des Israéliens qui sont des vrais démocrates, des défenseurs des droits de l'homme et qui n'arrivent pas à trouver de solution autre que de faire cette séparation entre un État israélien où il y aurait une très grande majorité de la population qui est juive et un État palestinien. Voilà. Donc on en reste là. Et qu'est-ce que vous pensez d'une diaspora, du retour des Juifs dans le monde arabe en dehors d'Israël? Alors ça, c'est pas hors de question. Je sais qu'en tout cas, en ce qui concerne les Juifs marocains, qui ont gardé une très grande affection pour le Maroc, parce qu'aussi le Maroc a été un des rares pays arabes qui n'a jamais aliéné sa population juive, qui ne les a pas dépourvus de leur citoyenneté d'ailleurs. Les Juifs marocains ont toujours gardé leur citoyenneté marocaine. Eh bien, les liens n'ont pas été rompus. Alors, ils se sont distendus, mais ils n'ont pas été rompus. Et maintenant, on voit des jeunes Israéliens d'origine marocaine qui ont la curiosité de revenir au Maroc, de redécouvrir le Maroc. Pas forcément pour s'y installer de manière définitive, mais en tout cas, d'y aller de manière Parce que maintenant, il y a une nouvelle diaspora israélienne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs israéliens qui vivent en dehors d'Israël. Oui, bien sûr. Et en particulier en Europe. Et c'est un paradoxe, mais bien sûr, Berlin est une ville pleine d'Israéliens qui vont y vivre. Donc, paradoxe de l'histoire, oui, les Israéliens anciennement d'origine européenne retournent en Europe, dans les lieux où leurs ancêtres ont été massacrés. Mais dans le monde arabe, les Juifs n'ont pas été massacrés. Ou alors, il y a eu bien sûr de temps en temps des crises, mais d'une manière générale, les Juifs étaient très bien intégrés dans tous les pays arabes, pendant des siècles, des millénaires même. Et donc, il ne devrait pas y avoir, a priori, de réticence parmi les jeunes Mizrahi, les jeunes Juifs d'origine arabe, pour revenir, redécouvrir leur pays d'origine, à part que bien sûr il y a cette hostilité politique par rapport à l'État d'Israël. Mais dans le cas du Maroc, comme je disais, c'est moins le cas. Aussi du fait que le Maroc ne s'est pas vraiment impliqué dans le conflit israélo-palestinien, autrement que pour essayer d'apporter des solutions. Tous les rois du Maroc, que ce soit Hassan II ou Mohamed VI, sont souvent impliqués justement pour faire se rencontrer en tout cas des diplomates des deux côtés. Est-ce que vous imaginez par exemple dans la solution des deux États qu'il y ait une minorité israélienne qui serait par exemple les colons israéliens qui sont en Cisjordanie, est-ce qu'ils pourraient être intégrés au sein d'un État palestinien? L'autorité palestinienne, je crois, leur a dit il n'y aurait aucun problème pour nous de vous donner la nationalité si vous l'acceptez. Alors maintenant, c'est à eux de savoir si... Le problème, c'est que ces Israéliens, ils n'ont pas le comportement des Juifs traditionnels. Les Juifs ont toujours accepté d'être une minorité dans un pays étranger. Les Israéliens, d'une manière générale, c'est un peuple... on ne peut pas comparer. Maintenant, oui, c'est ça. Non, ils n'ont plus cette mentalité d'être minoritaire dans un pays. Mais alors la question, c'est de savoir si les colons, où est leur allégeance, évidemment. Si c'est à l'État d'Israël, et dans ce cas-là, ils retourneraient à l'intérieur des frontières d'Israël, si Israël revenait à ses frontières de 67, ou bien s'ils sont plus d'allégeance religieuse à la terre dans laquelle ils sont implantés. S'ils sont atterrés par Hébron, qu'ils aillent vivre à Hébron. Et là, la question reste ouverte. Je pense que la grande majorité reviendrait en Israël. Je pense. La grande majorité reviendrait. Ils ont perdu cette espèce de confiance. Et puis ils auraient de toute façon peur pour leur sécurité parce que dans la période de transition où il y aurait éventuellement, où on commencerait à avoir un vrai pays palestinien, une vraie nation palestinienne, il y aurait aussi peut-être des exactions. On n'en sait rien. On se demande si actuellement, alors ce qui se passe actuellement en France, comment vous le comprenez? Est-ce que le conflit israélien est responsable des affrontements actuels ou des risques actuels en France? Il y a
bien sûr, il y a un lien. Je pense que la montée d'antisémitisme en France, qui est un antisémitisme d'une nouvelle sorte, qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme de l'avant-guerre et de la guerre, c'est un antisémitisme qui s'est beaucoup nourri de l'hostilité des pays arabes vis-à-vis d'Israël, donc du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, tous ces jeunes qui sont dans les banlieues, qui ont été manipulés et qui sont un peu la victime de lavage de cerveau de beaucoup de ces prédicateurs qui les rendent plus radicaux islamistes, tous pratiquement parlent de la Palestine. Enfin, la Palestine fait partie toujours de leur... Enfin, on a l'impression qu'on est tombé dans une sorte d'engrenage, parce qu'à partir du moment où on a augmenté la population maghrébine en France, depuis les années 70 notamment, on savait très bien qu'à un moment donné, ça provoquerait un clash avec la communauté juive. Je pense que... Non, je veux dire qu'on a créé des conditions de... Il n'y avait pas de fatalité à ce clash. Il n'y avait pas de fatalité à ce clash. Je pense que d'ailleurs, dans les premiers temps, la population juive qui était d'origine nord-africaine, je pense qu'il y a une grande majorité de juifs en France qui sont d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, avait continué à avoir des relations assez proches dans certains quartiers, à Belleville, oui. et bien d'autres à Sarcelles, enfin partout. Bon. Pendant quand même assez longtemps, je pense que non, il y a eu c'est quoi, c'est l'intifada, c'est quoi? Non, je pense qu'il y a aussi des facteurs proprement français. Il y a eu un déficit. Il y a des facteurs franco-français, le fait dont on parle maintenant, aujourd'hui, après les attentats de janvier 2015, on parle du fait qu'on a fait des ghettos dans les banlieues, on n'a pas ouvert ces populations à plus de mixité à la fois urbaine et scolaire et aussi économique. Donc il y a des facteurs purement franco-français. Les politiques ont laissé un peu, de droite comme de gauche, ont laissé le problème simplement. Enfin, il y a quand même une sorte d'ironie du sort qui fait que la situation que les Juifs sont confrontés au monde arabe, à la fois en Israël et en France. Non, mais en France, il y a énormément d'associations qui travaillent au dialogue judéo-musulman. J'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé dans les banlieues depuis des années, bien avant les attentats, pour justement réinvestir cet espace et mettre la parole là où il y a de la violence. Parce que quand il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas mettre de mots sur ces mots, selon l'expression qui est de plus en plus utilisée, et bien quand on ne peut pas mettre en parole son mal-être, alors il se transforme en violence. Et la solution, elle passe toujours par le retissage des liens sociaux, des liens humains, tout simplement. Donc il y a énormément d'éducateurs, juifs et musulmans, qui font ce travail. Il n'y en a pas suffisamment, ils n'ont pas été assez aidés par les pouvoirs publics. Maintenant, il est temps de leur donner les moyens de faire ce travail à une plus grande échelle, dans tous les quartiers. Et alors la question, puisque maintenant vous vous intéressez, la question du religieux, vous la prenez comment maintenant? Il y a aussi une voix. Personnellement? Non, enfin je veux dire, est-ce que le facteur religieux peut jouer dans l'affaire, en dehors du problème Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant de reparler du religieux, ne pas voir ça comme tabou, parce que la laïcité souvent mettait le religieux totalement de côté, n'en parlait pas. Et ne pas parler d'une chose, encore une fois, c'est ne pas mettre de mots sur ce que les gens considèrent comme important pour eux, ce n'est pas une solution non plus. Oui, parce que là, il y a un espace totalement aveugle. Oui, parce qu'effectivement, là, vous allez rencontrer le rabbin Boissière prochainement, et lui-même, justement, il est très sensible à la question de la laïcité, et il n'accepte pas qu'elle ne soit... Il a une façon assez rigide de voir le problème à ce niveau-là. Il le dit très clairement. Il n'accepte pas que les musulmans ironisent sur la laïcité, enfin ne la respectent pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de... Non mais je vous le dis. Mais effectivement, disons que
je crois qu'il y a un procès qui est fait par le monde juif en France au monde musulman sur la question de la laïcité, sur le fait qu'ils ne respectent pas la laïcité. Et il va quand même falloir travailler là-dessus aussi et trouver un arrangement. Alors justement, c'est vous qui avez abordé le problème. Alors comment faut-il vivre la laïcité demain? Quelle laïcité? Alors déjà, il faut aussi s'inspirer d'autres exemples. Il Comme n'y a pas que la France. l'exemple américain. Il y a l'exemple américain. C'est l'exemple communautariste, l'Amérique. Oui, bon, alors, l'exemple anglo-saxon, il est très différent. Ah oui. Il est très différent de l'exemple français parce que historiquement, la France s'est construite dans une laïcité qui se passait complètement de Dieu. Enfin, c'est une laïcité qui est extrêmement... Mais aussi une laïcité qui ignorait totalement l'islam à l'époque. Il faudrait comme le préciser. Parce que la laïcité, on revient toujours sur ce facteur étranger que vous semblez ne pas vouloir prendre en considération. La laïcité, de même que l'Union européenne s'est construite avec des pays qui étaient anciennement, depuis des siècles, et qui existaient depuis des siècles, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils existaient, ce n'étaient pas des nouveaux États. Et deuxièmement, il n'y avait pas la laïcité était avec des gens qui vivaient déjà depuis très longtemps en Europe, ce qui n'était pas le cas des musulmans. Il y a des facteurs nouveaux, le double facteur nouveau, c'est-à-dire les musulmans n'existaient pas en France à la Révolution française, et il n'y avait pas non plus, au Moyen-Orient, il n'y avait pas non plus, l'Europe ne comportait pas de pays nouveaux. Et c'est cette double nouveauté qui fait problème. Nouveauté d'Israël dans le monde arabe et nouveauté des musulmans dans le monde européen. D'accord. On est clairement face à une rencontre qui en fait cumule un tas de traumatismes du passé qui n'ont pas été réglés. Je pense qu'il y a le traumatisme de la colonisation et de la décolonisation, de la guerre d'Algérie, etc. Tous ces traumatismes-là n'ont pas été réglés dans le passé et tout d'un coup, maintenant la rencontre se fait à nouveau. Elle ne se fait pas au sud de la Méditerranée, maintenant elle se fait au nord de la Méditerranée. Mais on n'a pas réglé les problèmes du passé pour autant. Et maintenant, clairement, nos concepts de laïcité qui naissent de la Révolution française, etc., dans un contexte totalement différent, sont en tout cas remis en question, ou alors il va falloir les éclairer dans une Mais oui, nouvelle justement, c'est ce que je lumière. vous demande. Comment vous imaginez une nouvelle façon de cohabiter entre des religions différentes qui ne passeraient pas par la laïcité classique? Déjà, il ne faut pas aussi se focaliser sur le fait que les gens sont plus ou moins religieux, parce que même parmi la population d'origine nord-africaine, il y a quand même aussi un tas de gens qui ne se sont pas plus religieux que d'autres. Enfin, je veux dire, ils veulent pas forcément se définir eux-mêmes comme musulmans. Donc, Oui, mais ils ont une visibilité. il ne faut pas forcément leur coller objectif de facto l'appellation d'origine musulmane. Je veux dire. Non, mais ils sont perçus par leur nom, par leur apparence, par leur culture. Ils ne sont pas en dehors de la religion. Mais alors c'est à eux aussi, dans ce cas-là, de se redéfinir. S'ils veulent se définir par des identités autres que l'identité musulmane, il va falloir aussi qu'il y ait un dialogue de leur part. Parce que je suis persuadée que beaucoup de ces, en particulier des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans l'appellation de musulmans, doivent être en ce moment en train de vivre un dilemme. On est en train... Qu'est-ce qu'on veut d'eux? Qu'est-ce que la communauté nationale française veut de ces jeunes? Voilà. Donc, il faut absolument qu'ils fassent partie de cette redéfinition collective. La redéfinition de la laïcité, elle ne peut pas se faire uniquement par les gens qui n'appartiennent pas à cette communauté. Elle doit se faire aussi par les gens qui appartiennent à cette communauté, qu'ils se définissent comme musulmans ou non, ou comme culturellement musulmans, mais pas forcément religieusement musulmans. Voilà. Il y a le problème. Il y a énormément de gens, il y a de jeunes qui s'appellent peut-être Fatima ou Mohamed, mais qui boivent de l'alcool, et puis voilà, je veux dire, il y en a plein. Donc forcément, ils sont dans une constellation culturellement musulmane, mais pas forcément, voilà. Le religieux n'est pas le seul facteur, n'est pas le seul facteur. Beaucoup de juifs laïcs ne sont pas non plus religieux, mais sont marqués aussi par
d'éléments historiques. culturellement. Donc finalement c'est une laïcité qui n'est plus religieuse, c'est une laïcité qui est beaucoup plus... Mais oui, elle existe. Elle existe, cette laïcité culturelle. Donc voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est une question qui va animer toute la société française dans les années à venir. Donc simplement, je pense que ça commence encore une fois par l'écoute de l'autre. Parce que les Juifs, je voudrais avancer sur ce point, les Juifs sont très avantagés par la notion de laïcité par rapport aux chrétiens et aux musulmans. Parce que beaucoup de Juifs ne sont pas pratiquants. Donc en fin de compte, le prix à payer pour la laïcité pour les Juifs est beaucoup plus faible que pour les chrétiens et les musulmans. Parce que beaucoup de Juifs, le rapport à l'hébreu par exemple, il ne passe que par la synagogue, il n'est que très ponctuel. Donc en fin de compte, il y a un marché de dupes dans la laïcité actuellement, parce que l'effort demandé aux Juifs, l'effort de renoncement qu'on demande aux Juifs au nom de la laïcité, il est beaucoup plus faible. Parce que beaucoup de Juifs sont déjà très, très décalés par rapport à la culture hébraïque, etc. Alors que les musulmans sont beaucoup plus immergés là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus parce qu'il y a un retour à la religion parmi les jeunes juifs de plus en plus. Oui, mais c'est un retour qui se passe uniquement par des lieux. Non, mais il y a eu un retour à la religion d'une manière générale dans les 15-20 dernières années qui a été bien analysé. Voilà. On en avait parlé l'autre jour, quand on regarde le rapport des Juifs à la langue hébraïque, il n'est pas du tout le même chez les Juifs français que chez les musulmans français. Les musulmans français, la langue arabe, elle est vivante. Les références parentales, elles sont vivantes. Chez les Juifs, c'est quelque chose de totalement artificiel. D'accord. De toute façon, donc c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'être juif dans un monde laïque que d'être musulman dans un monde laïque. On ne peut pas comparer. Mais bon, la laïcité. Moi, personnellement, voilà, il faut peut-être même le mot, parce qu'il a tellement suscité des hostilités de toutes sortes, peut-être qu'on peut le changer. Peut-être qu'on doit parler d'un espace de cohabitation, un espace ouvert, neutre, où tout le monde peut cohabiter et se parler et communiquer les uns avec les autres de manière à ce que chacun respecte l'autre. C'est ça, c'est aussi la notion de respect, elle est essentielle. On sait bien que dans le cas des caricatures de Charlie Hebdo, certains musulmans se sont sentis personnellement offensés dans quelque chose d'extrêmement profond. Donc, alors, est-ce qu'il va falloir repenser quelle est la notion de respect mutuel l'un de l'autre. Alors les Américains, par exemple, n'ont pas publié ces caricatures. Alors c'est un choix. Les Américains, de ce côté-là, sont très frileux. Ils ne sont pas frileux pour envoyer les drones, mais ils n'envoient pas les drawings, ils n'envoient pas les dessins. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, étant donné que je vis, moi, dans les deux pays, je vois des choses qui sont très différentes. Or, bon, il y a aussi la laïcité aux États-Unis, il y a aussi un espace où il y a le politiquement correct qui règne et qui permet aussi une certaine façon de vivre ensemble qui n'est pas la même chose. Le vivre ensemble, il peut être apporté par la technologie. On s'aperçoit que, moi je dis toujours, il n'y a pas d'égalité sans la nouveauté. C'est-à-dire que tant qu'on dira aux musulmans de s'intégrer, oui, ça veut dire qu'il faudra qu'ils adoptent des valeurs qui ne sont pas les leurs. Et donc par conséquent, on peut arriver à intégrer une société multiple que si on propose un champ nouveau. C'est l'avenir il faut trouver des valeurs qui soient... Tous ces concepts-là sont des concepts dynamiques qui changent complètement avec le temps, qui changent avec les circonstances, avec le fait qu'il y a maintenant Internet, avec le fait qu'on est dans le village. Ça, c'est un facteur d'intégration. On est dans le village global. Il y a encore 30 ans, 20 ans même, avant Internet, avant Facebook, on pouvait rire entre soi. Charlie Hebdo n'avait que 50 ou 60 000 lecteurs. On peut rire entre soi, comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Si on a un code d'humour qu'on partage avec un certain groupe de gens, on peut rire entre soi. Mais on n'a plus ce luxe, puisque maintenant, on est dans le village global. Et on a donc tout le monde, milliards de gens ont accès à votre type d'humour et ne le comprennent pas. Donc, d'ailleurs, de la même façon,
la question de, comme vous disiez très bien, on va terminer là-dessus, effectivement, la question de la géographie de la présence juive est relativisée par Internet, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut très bien être dans une même communauté sans être dans un même lieu. Oui, mais bien sûr. Ça, donc la question d'Israël ne se pose plus de la même façon. Ben, on est dans le réseau, on est dans l'ère des réseaux maintenant. Donc comme vous disiez, effectivement, on peut et en fait c'est intéressant parce que le peuple juif a été un des premiers peuples en réseau mondial, alors que tous les peuples se définissaient par leur territoire, étaient totalement enracinés. Le peuple juif était déraciné dès le début, donc était un peuple réseau. Or maintenant, nous sommes dans l'ère des réseaux à nouveau, enfin donc, à l'échelle mondiale. Il y a une dimension obsolète et quelque part du projet israélien. Oui, c'est un autre aspect par lequel on peut le prendre. C'est-à-dire que la force justement du réseau est bien supérieure à celle du territoire. Enfin, les deux sont importants évidemment. Mais on peut inverser l'analyse en disant pourquoi les Juifs n'iraient pas vivre en Israël tout en continuant à travailler en France, puisqu'il y a un problème de réseau aussi. Donc on pourrait aussi. Alors dans ce cas-là, tous les territoires se valent à ce moment-là. Le territoire lui-même de l'État d'Israël ne vaut pas plus. Oui, mais on peut imaginer des populations qui vivent dans des territoires différents et qui communiquent par réseau. Bien sûr, du moment que tous ces territoires ont des systèmes de gouvernance qui sont fondés sur les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme et la démocratie, alors ils sont tous équivalents, plus ou moins. Donc, je suis ici, je suis là, mais évidemment, ce n'est pas équivalent d'être en Chine ou... On peut imaginer des solutions, paradoxalement, des solutions où, au niveau géographique, on vive dans sa propre culture spécifique. Et donc, par conséquent, les musulmans vivraient dans leur champ géographique à eux. Les chrétiens, chaque communauté culturelle vivrait dans son propre domaine géographique et vivrait en réseau sur le plan socio-professionnel. Je vous invite justement à regarder le site de ce projet de fédération israélo-palestinienne parce que c'est en gros ce qu'il propose. C'est-à-dire une fédération qui n'est pas construite sur les territoires mais sur des réseaux. Sur le réseau, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Sur le réseau communautaire. Enfin, oui, c'est ça. Si on se définit comme appartenant à un certain réseau, donc soit juif mizrahi même, ou juif éthiopien, ou palestinien druze, ou chrétien, ou voilà. Et alors on élira un représentant de cette communauté-là au Parlement fédéral. Oui, mais la question, moi, je ne sais pas si on s'est bien compris. Moi, je disais qu'on pouvait très bien imaginer que chaque communauté vive dans un espace qui lui soit propre. C'est-à-dire que les musulmans ne vivent pas avec les chrétiens, par exemple, mais qu'ils communiquent par réseau. Là, je crois. Non, mais je vous dis que moi, si, parce que ça permettrait de concilier à la fois le besoin de vivre d'après ses propres valeurs et le besoin de travailler au niveau collectif. Je pense que si on fait ça, alors on retrouvera le même genre d'hostilité parce qu'on aura... On ne se connaîtra pas. Oui, mais il y aura le réseau qui compensera cette diversification. On ne peut pas tout demander au réseau, parce que vous parlez là du réseau Internet, des communications, on ne peut pas tout là, on voit qu'il y a des modes, on voit bien qu'il y a une dualité, Anne-Marie. Il y a d'un côté le réseau, de l'autre côté l'énorme besoin d'une sorte d'homogénéité culturelle, quelque part, qui est ressentie. Donc comment peut-on concilier les deux ? Je pense qu'il y a un besoin d'homogénéité, mais il y a aussi un besoin de rencontre de l'autre. Et la rencontre de l'autre, elle est essentielle. Et il faut la favoriser, il faut la promouvoir à travers les institutions, à travers l'école, à travers des échanges professionnels et plein d'autres possibilités d'association. Parce qu'on ne peut pas, le sport par exemple, le football, je ne sais pas quoi, mais il faut avoir les deux composantes. La composante peut-être identitaire est importante, mais il ne faut pas enfermer les gens dans cette composante-là. Mais le réseau évite de les enfermer. Mais le réseau humain, pas uniquement Internet. D'accord. En tout cas, voilà moi ce que je propose, effectivement. Je pense qu'il y a... J'ai réfléchi aussi sur la question. Je pense qu'il faut respecter les sociétés. Les sociétés ont besoin d'une certaine cohérence, d'une certaine homogénéité quelque part.
Et il faut respecter cette dimension-là et en même temps les intégrer dans la modernité et dans la possibilité Quel est l'équilibre entre les deux? Voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est ça. Et parce qu'il y a justement il y a la présence virtuelle et la présence réelle. Oui. Et donc sur le plan réel, il faut respecter un certain besoin de différence et qui va être compensé par une communication virtuelle. Merci beaucoup en tout cas, Anne-Marie. Merci.